En fait, pour refroidir les centrales nucléaires, on utilise soit de l'air, soit de l'eau. Pour l'eau, lorsque les centrales sont en bord de mer, on utilise évidemment l'eau de mer. Et lorsque nos centrales sont en bord de rivière ou de fleuve, on utilise l'eau du fleuve. Les besoins quantitatifs en eau, par exemple pour la sûreté nucléaire, sont de l'ordre de 1 m3 par seconde par réacteur en fonctionnement normal. Ce débit d'1 m3 par seconde est notablement plus bas que les débits, même au plus bas, des rivières en période de sécheresse. Pour la production d'électricité, donc là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait besoin d'eau pour refroidir l'eau du condenseur. Eh bien, cette eau, les besoins là sont beaucoup plus importants. Je rappelle, 1 m3 par seconde pour la sûreté. Là, on a besoin de l'ordre de 40 à 50 m3 par seconde, donc beaucoup plus. 50 m3 par seconde, ce n'est pas de l'eau qu'on prélève dans le milieu, partout. On la prélève dans le milieu et on la rejette instantanément pour les centrales qui sont soit en bord de mer, on utilise l'eau de mer, soit en bord de grands fleuves comme le Rhône ou le Rhin, où là on a beaucoup d'eau et on rejette aussi instantanément l'eau. Lorsque nos centrales sont installées près de rivières avec des débits plus faibles, à ce moment-là, on ne fait pas du refroidissement à l'eau, mais on fait du refroidissement à l'air. Et c'est ce que vous voyez dans les grandes tours aéro-réfrigérantes, avec le panache au-dessus. En fait, le panache, c'est de la vapeur d'eau, et c'est par là que s'évacue l'ensemble des calories nécessaires à évacuer de la centrale. Là, on utilise très peu d'eau, et pour un besoin d'eau de 50 m3 par seconde que j'ai donné tout à l'heure, en fait, on ne prélève que 2 m3 par seconde, donc 25 fois moins, mais tout simplement parce qu'on refroidit avec de l'air et pas avec de l'eau. Lors des canicules qui ont touché la France en 2003 et 2006, la sûreté nucléaire des centrales a toujours été garantie dans le respect des règles générales d'exploitation. Pourquoi? Tout simplement parce que, à la conception, les températures extrêmes ont été prises en compte, et lorsqu'on atteint des températures extrêmes comme ceux qu'on a connus en 2003 et 2006, il y a des règles d'exploitation particulières qui sont prises par l'exploitant pour assurer la production nucléaire en toute sûreté. Et quelques-unes de ces règles, par exemple, eh bien, on utilise davantage de groupes pour refroidir les locaux, on fait le nécessaire de façon à éviter de mettre trop de charges calorifiques dans les locaux, on utilise aussi des dispositifs de brumiseurs, d'air, etc., etc. Voilà un peu, mais pour la sûreté nucléaire, pas de problème. Alors, évidemment, tout le monde a parlé des baisses de puissance, des arrêts des réacteurs nucléaires pendant ces périodes de canicule 2003-2006. Ce n'est absolument pas pour des raisons de sûreté nucléaire, ce que je viens d'expliquer tout de suite, mais tout simplement parce que, du fait des températures d'air très élevées, les températures d'eau des fleuves qu'on utilise pour refroidir ont augmenté, et on a atteint les limites thermiques qui nous sont autorisées par la réglementation. Du fait de ce que l'on pense être l'avenir en matière d'extrême de température du fait du changement climatique, on a en 2008 engagé un programme qu'on a appelé de manière très originale le programme Grand Chaud. Ce programme Grand Chaud, on le décline en 3 points. Le premier point, c'est que, afin de disposer des éléments qui nous permettent de bien dimensionner les modifications éventuelles à faire, il nous faut absolument connaître de manière précise, le plus précise possible en tout cas, les températures de l'air et de l'eau, disons aux échéances de 2020-2030. C'est ce que nous avons fait avec notre R&D. Notre R&D, avec les modèles dont elle dispose, nous a permis de faire les calculs des extrêmes de température d'air et d'eau à ces horizons de temps-là, de 2020-2030, en prenant en compte tout le retour d'expérience qu'on a, toutes les chroniques de température qu'on a mesurées, et EDF les mesure depuis une bonne 50aine d'années, dans l'air et dans l'eau, et puis également les modèles de prévision climatique prévus par le GIEC. Tout ça nous a permis d'avoir une cartographie des températures futures. Deuxième point, la sûreté nucléaire est-elle toujours assurée avec ces températures futures? C'est bien l'objectif du deuxième point, et nous avons construit un référentiel sûreté Grand Chaud qui nous a amené, afin que nos centrales supportent de manière correcte, avec les marges nécessaires, ces températures extrêmes, à faire des modifications
dans nos centrales. Par exemple, nous avons, et nous sommes en train de le faire, changé complètement tous les groupes frigorifiques qui nous servent à refroidir l'air. Troisième point, la production. Comment faire pour assurer la production tout en respectant au mieux la performance technique? C'est là notre troisième point, c'est augmenter la performance thermique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on utilisait des grandes tours dites aéro-réfrigérantes pour refroidir l'eau du condenseur. Eh bien, il faut que cet échange se fasse le mieux possible. Si il est bien, eh bien, on va pouvoir fabriquer autant de kilowattheures avec moins d'eau. Donc, c'est important de réussir à le faire et nous sommes en train actuellement de rénover complètement les échangeurs qui sont à l'intérieur de ces aéroréfrigérants. C'est un programme de maintenance de plusieurs centaines de millions d'euros qui s'échelonne sur une dizaine d'années.